Et si je vous disais que la véritable crise de votre couple n'est pas tant dans les disputes de savoir qui a sorti les poubelles, mais dans ce poids invisible constant qui pèse sur l'un ou l'une de vous? Ce poids, c'est la charge mentale. Elle est là, tapie dans l'ombre de vos listes de courses, des rendez-vous chez le dentiste, de l'organisation des vacances, des anniversaires à ne pas oublier. Ce n'est pas la tâche elle-même qui épuise, mais le fait de devoir y penser, de la planifier, de l'anticiper et de la coordonner. C'est l'architecte silencieux de votre vie de famille qui travaille 24 heures sur 24 sans jamais prendre de pause. Je réalise cette vidéo parce que dans mon cabinet, la charge mentale est l'un des symptômes les plus fréquents de la déconnexion et de l'épuisement amoureux. Elle est souvent le point de bascule où l'amour et l'intimité se transforment en une relation de colocataire stressé ou au pire de manager et d'employé. Alors prenons un instant ensemble pour respirer profondément et plonger dans ce qui se joue vraiment. Parce que croyez-moi, l'enjeu n'est pas seulement l'équilibre de vos tâches ménagères, mais la survie et l'épanouissement de votre amour. Quand la charge mentale devient trop lourde, elle génère un cocktail émotionnel dévastateur. Pour celui ou celle qui la porte majoritairement, et oui, même en 2025, ce sont encore majoritairement les femmes qui en héritent, même si de plus en plus d'hommes y sont sensibles encore. C'est un sentiment permanent d'injustice, de solitude et d'ingratitude. D'injustice parce que j'entends souvent dans mon cabinet « Pourquoi est-ce toujours moi qui dois penser à tout? Il ne voit donc rien ?» De solitude parce que j'entends également dans mon cabinet « Je suis la seule à faire tourner la boutique, je n'ai pas de partenaire mais un enfant de plus à gérer. » Et d'ingratitude parce que j'entends là aussi dans mon cabinet « Tout ce travail investi est pris pour acquis, on ne me remercie jamais, je ne suis pas vu dans mon effort. » Ces sentiments s'installent comme des pierres froides au fond du cœur. Le désir s'éteint, remplacé par la rancœur. Comment désirer l'autre quand on le perçoit comme une source de travail supplémentaire ou un éternel oublié? L'intimité tant émotionnelle que charnelle se fissure car la colère et la fatigue sont des poisons pour la tendresse. Et pour l'autre, celui ou celle qui semble insouciant ou passif. Le vécu est tout aussi douloureux, mais souvent moins visible. Il y a ce sentiment de nullité. J'entends dans mon cabinet souvent « De toute façon, si j'essaie, ce ne sera jamais assez bien, elle va me critiquer. » De la culpabilité, j'entends également aussi « Je sais que je devrais faire plus, mais je me sens paralysé face à l'énormité de la tâche. » Et également du retrait, parce que là aussi j'entends dans mon cabinet « Plus je suis critiqué ou managé, moins j'ai envie de prendre d'initiative, je préfère m'effacer. » La charge mentale n'est donc pas seulement un problème d'organisation, c'est un symptôme de la perte de notre lien d'adulte à adulte. Elle transforme le couple en une hiérarchie où l'on prend le rôle du parent et l'autre celui de l'enfant. Et l'amour, mes amis, ne peut s'épanouir qu'entre deux adultes autonomes et responsables. Pour illustrer cela, je vais vous parler de Léa et Thomas. Léa, 38 ans, chef de projet, est arrivée à mon cabinet au bord des larmes, épuisée, certes amoureuse de son mari, mais au bord de la rupture. Thomas, quant à lui, 40 ans, auto-entrepreneur passionné, était perdu, se sentant attaqué et rejeté. Leur quotidien, un tableau typique. Léa gérait tout, l'école, les activités extrascolaires, les lessives, les repas, la gestion des comptes, la communication avec les grands-parents. Thomas participait, mais uniquement quand on lui demandait ou quand il voyait un désordre évident. Dans mon cabinet, Léa disait « Je ne veux plus être sa mère, je suis sa femme. Quand je suis avec lui, je suis en train de penser à ce qu'il faut faire après. Je ne suis plus vraiment qui je suis. » Thomas lui disait dans mon cabinet « Elle me demande de faire quelque chose, je le fais. Mais si j'essaie de prendre une initiative, elle va me dire que ce n'est pas assez bien fait ou que ce n'était pas la priorité. Je ne sais plus ce qu'elle attend de moi. » Leur crise était simple, mais profonde. Léa portait la charge cognitive de leur foyer et Thomas réagissait à la demande sans l'anticiper. Il vivait dans le mode réactif, tandis qu'elle était dans le mode proactif permanent. En quelques séances, nous avons pu mettre le doigt sur ce qui se jouait dans les profondeurs. Léa avait grandi avec une mère martyre qui faisait tout sans jamais se plaindre, apprenant inconsciemment que l'amour s'exprime par le sacrifice et le contrôle. Thomas, lui, avait un modèle paternel très effacé dans les tâches domestiques et surtout, il avait une peur panique de l'échec et de la critique, ce qui le poussait à l'inaction et à l'attentisme. Ce n'était pas de la mauvaise volonté chez Thomas, ni une soif de contrôle chez Léa. C'était deux stratégies de survie inconsciente qui, mises ensemble dans le creuset du couple, créaient un conflit systémique. En travaillant ensemble sur leur schéma et en mettant en place de nouvelles règles claires, ils ont pu inverser la vapeur. Léa a appris à lâcher, à faire confiance, même si la méthode de Thomas n'était pas sa méthode. Thomas a appris, lui, à voir et anticiper au lieu d'attendre l'ordre. Leur couple a retrouvé son élan, non pas grâce à un nouveau planning, mais parce qu'ils se sont enfin vus et reconnus en tant que partenaires égaux. Mon accompagnement ne se limite pas à une to-do list partagée. Il s'agit de déconstruire le couple que vous êtes devenu
pour reconstruire le couple que vous rêvez d'être. Voici comment nous procédons en 3 étapes essentielles et fluides. La première étape que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire explorer les racines inconscientes. Avant de changer le présent, nous devons comprendre pourquoi vous fonctionnez comme cela. C'est l'étape de l'exploration des racines inconscientes. Nous allons chercher, dans un premier temps, les schémas de répétition, c'est-à-dire quel rôle jouaient vos parents dans la gestion du foyer. Avez-vous reproduit le schéma de votre mère qui portait tout ou de votre père qui se désengageait? C'est souvent là que se nichent nos croyances limitantes. Par exemple, j'entends dans mon cabinet souvent « un homme ne s'occupe pas de ça » ou encore des fois « une bonne mère doit tout gérer ». Nous allons travailler également sur les blessures d'enfance, c'est-à-dire souffrez-vous d'une blessure d'injustice qui vous pousse peut-être à surcompenser et à contrôler pour vous protéger? Ou alors d'une blessure d'abandon qui vous fait peur de décevoir ou vous mène à l'inaction? Ces blessures sont comme des filtres déformants qui nous font interpréter les actions de l'autre de manière négative. Par exemple, il ne fait rien est interprété comme il ne m'aime pas. La notion de projection, c'est-à-dire que souvent l'agacement que nous ressentons face à l'autre est la projection de notre part d'ombre. Par exemple, celui qui se plaint du manque d'initiative de l'autre est peut-être celui qui a le plus de mal à lâcher prise et à faire confiance. L'objectif de cette première étape est de mettre de la conscience sur ce qui est inconscient. Quand on comprend pourquoi on agit ainsi, la colère diminue et la compassion pour soi et pour l'autre peut commencer à s'installer. L'étape 2 que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Une fois que nous avons compris le pourquoi, nous passons au comment agir concrètement. Il ne s'agit pas de longs discours, mais de changements immédiats, de micro-actions qui brisent la spirale négative. Il s'agit de définir le problème et l'objectif. Nous arrêtons de dire « tu ne fais rien » pour dire « nous avons besoin de redistribuer la charge de l'organisation des repas de la semaine ». L'objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. La prescription de tâches paradoxales, c'est-à-dire que pour le couple de l'exemple que je vous ai parlé, j'ai parfois demandé à Léa de ne rien dire pendant une semaine sur les tâches de Thomas, même si c'était mal fait. Et à Thomas, j'ai demandé de choisir une charge mentale, par exemple la gestion des fournitures scolaires pour l'année, et de la gérer de A à Z sans demander d'aide à Léa. Ces expériences obligent à sortir de l'ancien scénario. Léa a découvert que le monde ne s'écroulait pas, et Thomas a découvert que l'autonomie est un puissant moteur de fierté. L'exposition avec prévention de la réponse. Cette étape-là, pour celui qui a peur de faire mal comme Thomas, nous travaillons sur l'acceptation de l'imperfection. J'invite à faire la tâche de manière délibérément imparfaite. Par exemple, faire la lessive, mais oublier de plier les serviettes. L'objectif est de déconstruire l'idée que mal faire égale être rejeté. L'objectif de cette deuxième étape est de rétablir une communication factuelle et positive, sortir des jeux psychologiques, par exemple du triangle bourreau, victime, sauveur, et réhabiliter la notion d'équipe en partageant la responsabilité et le crédit des réussites. L'étape 3 que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire consolidation et autonomie. La dernière étape est celle de la pérennisation. Les schémas négatifs ont été identifiés et les actions positives ont été mises en place. Il faut maintenant consolider pour que le couple devienne son propre thérapeute. C'est-à-dire que l'établissement de nouveaux rôles est important. Au lieu d'une liste rigide, nous allons vers une matrice de la charge mentale. Nous listons toutes les tâches et nous les répartissons, non pas 50-50, mais de manière équitable et joyeuse. Par exemple, l'un peut adorer la gestion financière mais détester le linge et l'autre l'inverse. L'important est de se sentir choisi et responsable de sa partie. Il y a le rituel de la reconnaissance, c'est-à-dire mettre en place un moment régulier où l'on fait le point non pas sur ce qui n'a pas été fait, mais où l'on remercie l'autre et où l'on célèbre les efforts invisibles. Par exemple, merci d'avoir pensé à prendre rendez-vous pour la voiture, ça m'enlève une épine du pied. La reconnaissance est le lubrifiant de l'homme. Il y a aussi la restauration de l'intimité. Ça passe par exemple, le couple qui se sent partenaire dans la vie domestique retrouve l'énergie et le désir de se retrouver en tant qu'amant. Nous travaillons sur la déconnexion des rôles parentaux et l'activation du mode couple. Cela passe souvent par des règles simples, pas de discussion logistique après 20 h ou une soirée en amoureux par semaine. L'objectif de cette troisième et dernière étape est que le couple puisse naviguer seul, avec la pleine conscience que la charge mentale est un curseur qu'il faut réajuster sans cesse, mais qui ne doit plus être une source de conflit, mais une opportunité de communication et d'ajustement. Si vous êtes reconnu, sachez que vous n'êtes pas seul. La charge mentale est le défi le plus contemporain du couple moderne. Mais elle n'est pas une fatalité, c'est un symptôme, un signal d'alarme qui vous dit « arrêtez de courir, regardez-vous et réalignez-vous ». S'occuper de la logistique du foyer est nécessaire, bien sûr, mais s'occuper de la logistique de votre amour, c'est vital.
C'est le cœur de l'intimité, la preuve concrète que vous êtes deux adultes qui s'épaulent et se respectent. Je suis convaincu que derrière chaque crise, il y a la possibilité d'un amour plus grand, plus vrai, plus épanoui. Un amour libéré du poids du devoir penser à tout. Un amour où la charge est équitable et la légèreté retrouvée. N'attendez pas que la fatigue vous sépare. Si cette vidéo résonne en vous, si vous sentez que votre couple est pris au piège de cette routine épuisante, osez faire le premier pas, osez vous offrir et offrir à l'autre la chance de transformer cette lourdeur en une nouvelle légèreté. Le chemin vers un avenir plus conscient, plus juste et plus tendre est ouvert. Êtes-vous prêt à l'emprunter? Franchir le cap d'un travail sur soi ou sur son couple demande un vrai courage. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes, gratuite et sans engagement en visio. Il ne s'agit pas d'une simple prise de renseignement, c'est l'occasion de prendre une parenthèse d'intimité et de vérité, où nous pouvons enfin déposer les masques et les armures. Durant ces 30 minutes, nous allons déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots, enfin, sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien. Mais également, nous allons éclairer les dynamiques invisibles, c'est-à-dire nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance. Et pour terminer, sentir si mon accompagnement vous parle. Nous allons échanger sur la manière dont je peux vous guider et trouver la voie qui résonne le plus avec votre histoire. À la fin de cet échange, que l'on soit amené par la suite à travailler ensemble ou pas, vous repartirez avec une écoute bienveillante, une première clé de lecture de votre situation et des pistes concrètes pour enclencher un cheminement de transformation profonde si vous le souhaitez. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation, c'est tout à fait normal. Le changement fait peur, on se demande: suis-je prêt ou prête à regarder ce qui fait mal? Ai-je le droit de m'accorder ce souffle? L'hésitation, c'est souvent la voix de vos peurs profondes qui essaient de vous protéger. Mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Imaginez ce sac à dos de souffrance et de non-dit que vous portez. Mon invitation, c'est de vous autoriser à le déposer doucement. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que ce premier pas courageux, vulnérable et sincère. Je vous propose de le faire avec moi. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Prenez votre premier rendez-vous gratuit de 30 minutes. Nous ferons ce premier pas ensemble. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager dans cette vidéo quelques extraits de l'histoire de Léa et Thomas, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.